Bonjour à tous et bienvenue. Je ne sais pas s'il a existé une finale d'une compétition continentale aussi dingue de ce qu'on a pu voir hier entre le Sénégal et le Maroc. Alors ça mérite quelques éclaircissements parce qu'en plus il y a place à tous les fantasmes, les rumeurs comme malheureusement ça a été le cas lors de cette Coupe d'Afrique, mais ce qui est certain c'est que des sanctions vont être prises. Je vais même aller plus loin, il y a quelques têtes qui vont tomber à la Confédération africaine de football, notamment une très grosse tête. Et comme vous allez le voir, toute cette nervosité et tous ces dysfonctionnements, qui d'ailleurs rappellent un peu l'état de la CAF, malheureusement ça fait des années qu'on publie pour expliquer que c'est n'importe quoi, qu'il y a plein de problèmes. Donc quelque part c'est un peu la conclusion malheureusement logique, et comme vous allez le voir aussi, la finale déjà 2 jours auparavant, il y a eu des incidents quand même assez importants qui ont été mis sous le tapis et qui méritent aujourd'hui d'être mis en lumière pour que justement le football africain en général et notamment la Confédération africaine stoppe avec tous ces dysfonctionnements, ingérence, lobbying et pression non sanctionnée. Ce vendredi, donc 48 heures avant la finale, il y avait une réunion donc, du comité exécutif de la CAF et également une assemblée générale avec les différents présidents de fédérations. Alors ça a été assez tendu puisque le président Patrice Motsepe a insisté qu'ils en avaient marre, notamment au sein du comité exécutif, de toutes les fuites dans la presse. Parce que je crois qu'ils n'ont pas trop aimé les derniers articles du Guardian qui expliquent pourquoi la CAN passe de 2 à 4 ans, etc. Enfin tout ce genre de choses. Ils n'ont pas tellement aimé. Bon, c'est comme ça. Donc déjà, au sein même du comité exécutif, les gens ne se parlent pas. C'était assez tendu. Et après, ils n'ont pas réellement parlé. Puis ensuite, il y a eu les autres présidents de fédération. Et là, celui du Nigeria a eu une intervention expliquant Alpagan Motsepe en disant ce n'est pas normal, cette CAN, il y a beaucoup de soucis vis-à-vis de l'arbitrage, désignation, etc. On sent qu'il y a de la triche, que c'est pas honnête. Enfin bref, il a fait une diatribe assez dure sur la CAN en général. Fin de la réunion de l'Assemblée générale, le président de la Fédération royale marocaine, Fouzi Legja, arrive devant témoins, très énervé, commence à injurier le président de la Fédération du Nigeria, en disant en gros qu'il est ingrat, vu que tout ce qu'il a fait pour lui, ce qui pose la question de pourquoi le président de la Fédération du Maroc a fait quelque chose pour le président de la Fédération du Nigeria. Bonne question. Derrière, il a utilisé des mots quand même, je pense, interdits au moins de 18 ans, fils de, voilà, donc visiblement la maman du président de la Fédération du Nigeria aurait des choses à se reprocher selon Fouzi Legja, et on m'a carrément dit que ça a été une bousculade. Ensuite, ils ont été séparés, etc. C'est allé assez loin. C'est allé tellement loin que plusieurs présidents de fédération se sont plaints ensuite au président de la CAF, Patrice Motsepe, en disant ce genre de comportement et d'attitude, qu'est-ce qu'on dit? Surtout que peu avant, je crois, Samuel Eto'o a été suspendu pour une altercation, comme on avait expliqué, avec le président de la fédération mauritanienne, Ahmed Yahya. Donc évidemment, la question va se poser de est-ce que Fouzi Legja ne devrait pas être traîné devant la commission discipline pour son attitude? Ce n'est pas la première fois que Fouzi Legja a des comportements agressifs. Je tiens à rappeler plusieurs exemples importants. L'Éthiopie s'était plaint à travers un arbitre, puisque Fouzi Legja à l'époque était le président du club de Berkane au Maroc, et on l'avait accusé d'avoir mis un coup de tête à l'arbitre. Je tiens à rappeler cette anecdote qui est importante, mais lorsque l'arbitre éthiopien s'est rendu au Caire, au quartier général de la CAF, pour tout signer et tout, il a supplié les gens de ne rien faire, parce que, je cite, « Si je le fais, ma carrière est finie ». Ça vous montre un peu la terreur qu'imposait Fouzi Legja au sein de la CAF. Et malheureusement, ça a été prompt à susciter plein de fantasmes. Non, Fouzi Legja n'achète pas les matchs et ne corrompt pas tout. Fouzi Legja a par contre une attitude qui peut être problématique et tournée vers de l'agressivité. Lors de la dernière CAN féminine au Maroc, où les Lionnes perdent en finale, il descend sur le terrain, à des mots très durs et encore une fois injurieux vis-à-vis du corps arbitral et plein d'autres choses. Il y avait d'ailleurs Infantino qui l'a un peu calmé. Bon, il n'y a pas eu de sanction, rien non plus. Donc on remarque qu'il est coutumier du fait. Et ça, tout le monde le sait à la CAF et on l'avait publié. Le départ du responsable de la commission d'arbitrage, qui était ivoirien, de la CAF, c'est en grande partie suite à ce scandale et l'arbitrage de la finale de la CAN féminine et les plaintes de Fouzi Legja. Ce qui fait que la déstabilisation de la commission d'arbitrage de la CAF, elle a été autorisée par la CAF, qui autorise toutes les ingérences que je vous avais expliquées. À un moment donné, c'est l'Ouganda, à un moment donné, c'est l'Égypte, à un moment donné, c'est le Rwanda, etc. Et le Maroc par Fouzi Legja pour faire plaisir. Donc on a mis un Malien, et pour la petite anecdote, c'est même pas lui qui était tellement responsable des désignations d'arbitres, c'est Alioum Sidi, un ancien arbitre camerounais qui était venu, etc. Mais en gros, la commission d'arbitrage, qui est devenue très problématique avec plein d'ingérences et tout, ça a surtout sa source l'été dernier dans la CAN féminine, mais ça montre surtout cet épisode 2 jours avant la finale, de la nervosité et parfois même, disons-le, de l'agressivité du président de la fédération marocaine qui, pour le coup, ne fait absolument pas honneur à son poste. L'histoire que je vous ai racontée, je pense qu'elle va sortir de partout parce qu'elle a été faite devant témoins. Alors attention, il n'y a pas eu de coups, etc. et tout. Mais le comportement pose évidemment souci vis-à-vis de tous ses confrères. Et Legja, il est intouchable, comme je l'expliquais souvent à la CAF. Et souvent, en fait, c'est parce que
j'ai ça sur lui, etc. Tatati, tatata. Prenez par exemple le Sénégal, c'est très drôle. Prenons la Fédération sénégalaise, je ne vais pas le rappeler, mais la dernière élection, il y a eu des achats de vote. Il y a eu des gros problèmes. On l'avait documenté, je veux dire, les faits sont là. La première chose réalisée, il est parti au Maroc 2 jours après. Je tiens à rappeler qu'à l'époque, Senghor, qui était l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, il était entré en conflit avec certaines personnes de la CAF, notamment Fouzi Lekja. Il n'a pas été réélu au conseil de la FIFA, il n'a pas été réélu dans sa propre fédération. Et Fouzi Lekja, grâce à ça, est passé premier vice-président de la CAF. C'est-à-dire que si Motsepe jamais il part, Lekja devient président. Ce que j'aimerais vraiment dire là-dessus, c'est que Lekja, c'est unanime. Vous n'allez pas vraiment trouver beaucoup de gens à la CAF qui vont l'apprécier. Il y en a beaucoup qui adorent le Maroc et qui te disaient « J'espère que le Sénégal gagne, pas contre le Maroc, contre Lekja ». Quand je parlais de Noël Le Graët et des affaires de la Fédération française de football, est-ce que, lorsque j'attaquais la Fédération française de foot sur des manquements graves, notamment de protection sur abus sur mineurs, d'avoir couvert des choses innommables, etc., est-ce que je m'attaquais à tous les Français ou à un système fédéral et à certaines personnes et certains dirigeants? C'était certains dirigeants. Lorsque je fais cette constatation de Lekja, ce n'est pas une attaque contre le Maroc. C'est de se poser la question si derrière un certain patriotisme très fièrement affiché, il n'y a pas d'autres intérêts plus personnels de Fouzi Lekja. Ceci à se poser la question si la monarchie marocaine est au courant des agissements de Fouzi Lekja. Et si Fouzi Lekja n'a pas usé de tout cela, et des largesses financières marocaines, de plein de choses, que le Maroc a amené plein de choses. Et lui derrière, non mais tout se passe bien, etc. et tout, en faisant croire plein de choses pour son propre intérêt. Parce que là, aujourd'hui, il y a un problème, c'est que déjà, il y avait le dossier de l'arbitrage sur Berkane, donc ils avaient quelque chose de la FIFA sur lui. Là, maintenant, ils ont autre chose. Ah, donc, à un moment donné, et c'est là où je viens là-dessus, Fouzi Lekja représente avant tout ses intérêts, comme tant de dirigeants footballistiques. Et la question, elle est là, c'est est-ce que c'est tolérable son attitude? Est-ce que ça représente dignement le Maroc qui, encore une fois, sur cette CAN, hein, alors c'est jamais parfait tous les événements, vous avez vu lors de la Coupe du Monde, lors de l'Euro, etc. Je tiens quand même à dire que l'organisation, globalement, elle a été très bonne. On va quand même le souligner. Alors, peut-être à mon nez pour certains journalistes africains, mais c'est lié peut-être aussi à la CAF, etc. Mais je veux dire, les capacités d'accueil, les transports, la transformation de la ville de Rabat sur plein de choses. Je veux dire, c'est quand même un succès en termes d'organisation, notamment avant 2030. Et on rappelle qu'il y a plusieurs projets plus importants que le football en 2030, notamment la construction d'autres hôpitaux et également certaines choses liées au transport. Donc, c'est un succès à ce niveau-là. Alors, peut-être pas au niveau commercial, ça on aura le temps économique, mais par contre, l'attitude du président de la Fédération marocaine, je suis désolé, elle ne fait pas honneur à lui, elle ne fait surtout pas honneur à son pays qui, pour le coup, en termes d'accueil, quand même, on peut que saluer ce qui s'est passé. Et le problème, comme je vous l'ai décrit, c'est qu'en fait, on a une politisation galopante du football. J'ai fait une vidéo complète sur cela. Je vais parler du lobbying rwandais. On peut même parler, par exemple, en Asie, du lobbying du Laos. Oui, oui. Alors que c'est une fédération gangrénée par les matchs truqués, par que sais-je encore. Eh viens là, toi, tu veux monter? Donc, si vous voulez, il y a plein de problèmes comme cela. Et malheureusement, c'est assez terrible de voir que Infantino a voulu cela. Donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que certains ont voulu s'ingérer parce qu'il y a un vide à la CAF. Rendez-vous compte que le secrétaire général, tout-puissant, Véron Sengomba, je tiens à rappeler qu'il ne peut plus exercer depuis octobre. Il a passé la limite d'âge, il a déjà obtenu une dérogation, ce qui fait que tous les contrats qu'il a signés depuis octobre, je ne sais même pas s'ils ne sont pas nuls et non avenus. Et donc, je vous avais expliqué qu'avant, le Maroc voulait sa tête, après il y a eu la paix des braves, un espèce d'accord, etc. Donc c'était un jeu de dupes aussi, des choses politiques à ce niveau-là. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que Véron Sengomba, le secrétaire général de la CAF, qui a fait en gros de la CAF, en gros sa maison presque, avec des décisions unilatérales sur plein de choses, là il arrive enfin, pour le coup. Alors, beaucoup l'annoncent, comme on le dit, qu'il voudrait se présenter aux élections en République démocratique du Congo. C'est pour ça qu'ils ont mis un comité de nomination depuis 3 ans pour lui permettre ensuite de se présenter. Ça, c'est encore autre chose au niveau géopolitique. Mais normalement, dans les grosses têtes qui devraient tomber, c'est ça. Parce que de nouveau, maintenant, Fouzi Lekja, etc., disent mais voyez, il y a des problèmes d'organisation à la CAF. Oui, des problèmes d'organisation à la CAF. D'ailleurs, ça avait été signalé par plusieurs audits internes, je tiens à le rappeler, et également confirmé par un Marocain, pour le coup, qui s'occupe de tous les audits à la CAF, au niveau de la finance, etc., et tout, qui est pour le coup quelqu'un qui est vanté par tout le monde pour sa droiture, sa loyauté et surtout sa compétence. Et le problème, c'est que depuis 1 an, on ne l'a pas vraiment soutenu parce qu'il y avait cette espèce d'accord politique. Là, c'est fini, c'est rompu parce qu'il va falloir trouver des coupables. Et en effet, tous les dysfonctionnements de la CAF, on les a vus. Maintenant, il y a plein d'autres choses à dire parce que sur l'attitude du Sénégal, etc., je lis et c'est normal. Il y a des règles à respecter. Donc, les gens vont être traduits devant la commission de discipline de la CAF. De ce que j'ai entendu, il y aura des sanctions, donc notamment pour Papio, mais également pour les joueurs qui sont rentrés au vestiaire. Donc ça, c'est très important parce que pareil, de la même manière que nier que la conduite sénégalaise, malgré tout ça, je sais, mais à un moment donné, il y a des règles, on ne peut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Donc, nier qu'il mérite une certaine sanction, ce serait nier la réalité. De la même manière que nier que l'attitude du président de la Fédération marocaine elle est problématique, ce serait nier la réalité. À un moment donné, il faut être juste au milieu de tout cela. Donc, il y aura des sanctions aussi au niveau sénégalais. Mais en fait, dans cette CAN, et c'est là où je vais revenir là-dessus, c'est il y a plein de problèmes. Je vous ai parlé des désignations d'arbitres, de plein de choses. Et il y a plein de gens qui ont essayé de se servir de choses absolument horribles, notamment la mort de ce pauvre journaliste malien, en faisant croire que le Maroc est juste à voir. Mais vous n'avez pas honte?
Vous n'avez pas honte? Ça, par exemple, c'est complètement scandaleux, toutes ces théories-là. L'autre souci qu'on a, c'est que oui, il y a des ingérences. Et que les dirigeants du football, je suis désolé de vous dire ça, ils sont comme plein de dirigeants politiques qui vivent de complots. C'est-à-dire, pour eux, ils ne comprennent pas que si quelque chose sort ou s'il y a quelque chose qui arrive, que ça puisse être fait pour des principes ou que sais-je. Non, pour eux, c'est que forcément, il y a un complot, on a payé quelqu'un, etc. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, j'explique que l'exjab, à un moment donné, ça pose aussi quelques soucis. Ah mais oui, mais il est pour l'Algérie. Nonobstant que j'ai démonté la fédération algérienne en expliquant que, par exemple, lors de l'élection à l'époque, ça ne respectait pas les statuts, etc., qu'il y a toute la politisation et tout. À un moment donné, il faut être réaliste. C'est ni aux ingérences en Algérie, ni aux ingérences au Maroc, ni au lobbying rwandais. C'est à emmener le football au football. Ce n'est pas les États et certains intérêts politiques qui devraient tout gouverner. Pour en plus, des choses, des fois, pas très catholiques. Et donc, au final, on va rester sur ces images. Alors, évidemment, elles sont un peu tristes, parce qu'en plus, on avait une finale quand même de bonne qualité. Alors, les prolongations étaient complètement folles derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que le Maroc n'a pas mis de but sur les 240 dernières minutes. Et la place du Maroc, alors je sais, certains vont dire l'arbitrage, ok, bon, le Cameroun et le Nigeria globalement n'ont pas été dangereux. Le Maroc, après le match face au Mali, a bien changé, notamment pour gérer les transitions défensives avec un excellent Lainaoui et Bounou, qui a été encore une fois le meilleur gardien africain. Le Maroc mérite sa place en finale. Par contre, sur les 30 derniers mètres, honnêtement, on attendait beaucoup mieux. On a eu un Brahim Carbonnier sur la deuxième phase. Hakimi, forcément, un net blessure, c'était peut-être compliqué. Moi, j'aimerais qu'on parle de ça. J'aimerais qu'on parle des limites marocaines qui, malheureusement, depuis des années, n'a pas pu jouer de grands adversaires. Mais on voit que ça leur a peut-être un peu coûté aussi. Le Sénégal mérite globalement son trophée. Équipe mature, ça a été celle qui a été le moins mise en difficulté depuis le début de la compétition. Donc il y a une certaine logique sportive. Malheureusement, on va oublier tout ça et on va se concentrer sur tout ce qui s'est passé avec, comme je vous dis, plein de fantasmes. Est-ce que le Maroc, je le répète, a une influence démesurée au sein des présidents de fédérations africaines? Oui, parce que je vais tout ce que j'explique, les organisations de match, les ci, les là. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y a une vidéo complète dessus. Est-ce que ça veut dire que le Maroc achète tout machin? Non. Par contre, et c'est là on va revenir là-dessus, sur les prochaines CAN. En gros, il y a 2027 et 2028, avant de passer tous les 4 ans, parce que maintenant, il y aura la Ligue des Nations tous les 2 ans. Bah oui, la compétition de la FIFA, évidemment. On a dégagé la Tchad, évidemment. Hein, les spécificités africaines, on s'en fout complètement. Ça, c'est encore autre chose que Patrice Motsepe, qui est un président de paille, il n'est jamais là. Bah, on fait les desiderata de Zurich. Bref, ça, je vous ai assez expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Et le truc, c'est que pour 2028, il n'y a pas grand monde. Quel pays africain aujourd'hui, en 2 ans, vu le cahier des charges aussi lourd, pour organiser une CAN? Il y aurait l'Égypte, mais ils n'ont pas tellement emballé. L'Algérie l'obtiendra jamais politiquement. L'Afrique du Sud, économiquement, ça va pas super bien. Le Botswana voulait, mais voulait s'associer un peu à la base de Namibie, peut-être l'Afrique du Sud, mais bon. Donc à la base, en haut, on te dit, elle est pour le Maroc. Mais Lekja, il avait dit, mais pourquoi on va l'organiser? Ça coûte cher, hein. Pour le PO, ça coûte cher. Pour la CAF, c'est beaucoup d'argent. Pour le PO, ça coûte cher. Il n'y avait pas non plus l'enthousiasme. Et en gros, ils disaient, bah, si on la gagne, oui, parce qu'il y aura un enthousiasme derrière. En fait, on comprend. En gros, si on la gagne, il y aura l'enthousiasme politique, donc oui. Et ça va générer plein de choses pour le pays. Mais là, vu ce qui s'est passé, ça pose question. Et surtout, ça pose une question de 2027. Kenya, Tanzanie, Ouganda, est-ce qu'ils sont prêts? C'est une autre question. Donc ça, on en parlera dans le Guardian de cette semaine, parce qu'il y a des grands doutes qui est CAN l'année prochaine. Et encore une fois, on a une CAF qui fait n'importe quoi. La soi-disant une CAN dans 2 ans, on ne sait même pas si elle va avoir lieu. On ne sait même pas s'ils vont supprimer une, etc., s'ils vont encore décaler. Enfin bref, encore une fois, quand il y a autant d'approximations, autant de n'importe quoi, et qu'en fait la nature a horreur du vide, parce que vous avez vu en finale, en fait, c'est que la conséquence logique, malheureusement, de tension, d'agressivité parfois aussi en coulisses et d'un vide absolu qui a débouché sur ça. Alors évidemment, la CAF n'en sort pas grandi, mais quelque part ça peut être utile parce que ça montre plus que jamais qu'il est temps de réformer et de mettre des règles. Je veux dire, vous vous rendez compte que la CAF est gérée par quelqu'un qui n'a pas le droit de la gérer depuis octobre. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé sous cette finale, toutes les tensions, etc. Oui, il y aura des sanctions pour les joueurs sénégalais, il y aura quelques têtes également qui vont tomber à la CAF, à commencer normalement par celle du secrétaire général, mais il avait déjà dépassé la limite d'âge. Mais surtout, ce qu'on attend quand même, c'est un peu plus de courage des présidents de fédérations africaines qui tous critiquent, etc. Mais à un moment donné, c'est bien beau de critiquer ou de passer par des journalistes ou que sais-je encore. Le mieux, c'est quand même d'agir et surtout d'arrêter toutes ces ingérences-là parce que malheureusement, elles pourrissent le football africain. Sur ce, keep the faith.